Bonjour, chers amis de Zitata et d'À Contretemps. Aujourd'hui, le ciel est bleu. C'est un événement tellement exceptionnel qu'il convient au début de cette émission de vous signaler. L'émission est enregistrée avant qu'elle commence à être mise à l'écran. Mais pour nous, on fait comme si vous êtes là, parce qu'on vous aime tellement que pour nous, vous êtes présents. Alors, cette semaine, notre émission vous propose un regard croisé sur les grands enjeux qui traversent nos pays, les Outre-mer, entre politique publique, développement économique, coopération régionale, institutions, justice et mémoire. C'est ainsi que Frédéric ouvrira cette émission avec 2 analyses. Elle reviendra d'abord sur le rapport d'une dame qui s'appelle Aude Luquet, consacré à l'égalité outre-mer, entre les femmes et les hommes en outre-mer. Vaste sujet. Bonne chance. Le rapport invite à dépasser la multiplication des dispositifs pour construire une action qui soit adaptée, publique, plus efficace, mieux coordonnée et à chaque territoire. C'est ça? C'est ça. Comme ça, je ne vais pas présenter tout à l'heure. Frédéric, ensuite, nous conduira au cœur de la Caraïbe avec le premier accord de coopération, je pense que ça vaut le coup d'en parler encore, signé entre la Martinique et la Barbade, depuis l'adhésion de la Martinique à la CARICOM. La CARICOM, on dit la CARICOM. Hein. Les anciens disaient le CARICOM. La CARICOM, comme on dit plus esclave, on dit esclavisé. Pas encore une différence, non, enfin bon. Au-delà de la portée symbolique, elle s'interrogera sur les résultats concrets que ça peut nous apporter. On a déjà abordé ça, mais il faut encore le dire, le redire, parce que sous plusieurs angles, on fait comprendre pédagogiquement les enjeux, les grands enjeux de notre petit territoire et de notre époque. Ensuite, c'est M. Emmanuel Manu, qui abordera 2 dossiers liés au développement des territoires. D'abord, il parlera de la zone franche d'activité nouvelle. Voici encore une variante. C'est une génération spontanée de projets de zone franche qui va se développer dans l'est de la Réunion. Et s'interrogera, Emmanuel, sur sa capacité de cette zone franche à stimuler durablement l'investissement et l'emploi. Et là, je suis sûr qu'on n'a pas préparé ça, que tu vas développer sur la zone franche qui existe déjà ici, et à quoi elle a servi, et si ça a fonctionné, quelles étaient ses failles. Et puis aussi les conflits fonciers en Martinique. Normalement, c'est Daniel qui devrait traiter ces questions foncières, mais je me suis dit qu'on peut élargir un petit peu pour que tout le monde soit à jour, où les successions, les indivisions et les blocages patrimoniaux continuent de freiner logement, agriculture, développement. Tu avais déjà d'ailleurs commencé sur ça. Économique, malgré les évolutions législatives récentes que l'on connaît, loi sur les divisions de chimie et la loi récente. Daniel consacrera ensuite sa première intervention aux habilitations prévues par l'article 73 de la Constitution, avec un angle assez original et prospectif et positif. Ces habilitations peuvent-elles constituer une voie pragmatique? Non, je ne continue pas la présentation parce que c'est intéressant. Je reviendrai là-dessus quand je vais te passer la parole. Et puis ensuite, elle nous fera découvrir 16 femmes inspirantes de nos pays. Guadeloupéenne, guyanaise, 16 femmes inspirantes. Est-ce que ça suffit pour vous, mesdames, votre promotion, que l'on vous parle de 16 femmes pour que vous puissiez, pas vous, hein, je parle de celles qui nous regardent, vous inspirer de ces modèles pour un petit peu modifier l'ordre établi par les hommes qui n'est pas fameux, il faut le reconnaître. En cela, je suis féministe. Enfin, Christian reviendra sur une décision majeure de la Cour d'appel, ça c'est un gros morceau, dans l'affaire de Marine Le Pen. Si la condamnation pénale est confirmée, ce qui a été le cas, la déduction de la peine d'inéligibilité laisse ouverte la possibilité de se présenter aux élections présidentielles. Cette décision relance le débat sur les rapports entre responsabilité judiciaire et puis aussi légitimité politique. Alors, qui c'est qui l'emporte? Est-ce qu'on passe d'un gouvernement des juges qui décide toi tu es banni, ou bien est-ce que c'est le peuple qui dit non, il a fauté, mais je veux quand même qu'il soit aux élections et même les lire éventuellement. Et puis aussi une playlist de ses goûts musicaux. Ouais. C'est bien ça? Ouais. Jingle. Chose promise, chose due, égalité femmes-hommes en Outre-mer, passer des dispositifs à l'efficacité réelle. Ah oui, puisque c'est le rapport Aude Luquet qui est un rapport de... Alors, je vais respirer en donnant son titre, coordinatrice
interministérielle pour l'égalité des femmes en Outre-mer. Alors, ce n'est pas elle qui a amorcé ce rapport. Ce rapport avait déjà été amorcé par une autre députée, Madame Justine Bonin, qui avait émis ce rapport il y a plusieurs années. Et ce rapport faisait l'objet de 44 propositions pour améliorer la vie des femmes dans les Outre-mer. Et quelle est la nouveauté du rapport de Madame Aude Luquet, qui était précédemment députée MoDem, c'est de dire, c'est bien d'émettre des rapports au fil de l'eau, mais maintenant, on va mettre en place une certaine forme de contrôle des politiques publiques. On va mettre en place un pilotage pour avoir ce qu'on appelle, sans dire de trop gros mots économiques, des indicateurs clés de performance, c'est-à-dire des repères concrets pour savoir si notre politique publique a fonctionné dans les Outre-mer. Elle explique qu'elle se focalise sur les Outre-mer, pas par hasard, enfin, ce rapport l'explique en tout cas. Figurez-vous que quand on se compare, on se pose vraiment beaucoup de questions au niveau de nos mineurs qui, pour 54%, évoluent dans des familles monoparentales. Quand on le confronte je parle des Antilles-Guyane, Guadeloupe, Martinique, Guyane, quand on compare cette statistique au reste de nos voisins et des Outre-mer, la Réunion, nous sommes à 43% et 22% pour l'Hexagone de mineurs qui évoluent dans des familles monoparentales. Donc l'urgence est claire, puisque vous connaissez cette fameuse spirale de la précarité, pauvreté, difficulté de trouver un logement. Quand on a trouvé un logement, difficulté de trouver un emploi, puisque la garde d'enfants est complexe. Bon, temps partiels qui sont vraiment prépondérants dans nos territoires. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est d'expliquer que de 2023 à 2027, il y aurait dû y avoir, dans le cadre de ces propositions et de ces mises en place, des axes incroyables pour pouvoir permettre aux femmes de sortir de leur inégalité. Et donc, quelles sont-elles concrètement ? Plus de 640 emplois des caisses d'allocation familiale, plus de 12% des heures d'accueil périscolaires et extrascolaires, plus de 410 animateurs qualifiés, plus de 30% de capacité d'accueil dans les Outre-mer. Et ce rapport explique également qu'en 2021, 16% des femmes sont en sous-emploi sur nos territoires, contre 10% des hommes, et plus généralement dans l'Hexagone, 6% des actifs. Donc il est impératif que cette distorsion soit corrigée. Et l'objectif, pour pouvoir le mesurer, c'est d'avoir, je vous parlais de ces indicateurs de performance, donc on verra bien à l'échéance 2027, c'est d'avoir un comparatif clair de l'évolution des violences, puisque l'un des grands drames, justement, c'est paradoxalement de vivre beaucoup de violences pour ces femmes seules. Également, au niveau de la protection du handicap, pouvoir mesurer l'impact de l'amélioration de leur vie, le taux de pauvreté des familles, le taux d'emploi féminin, le délai d'accès à des points de protection et enfin le nombre de places de garde. Donc l'objectif sera en 2027 pour les petits, exactement pour les crèches, pour l'accueil, la politique publique. Ça va dans le bon sens d'avoir ces indicateurs. Maintenant, je ne suis pas convaincue avec les comparatifs que j'ai pu faire dans mes recherches de la réalité depuis plusieurs années de ces investissements. Mais au moins, ce rapport, en permettant ce contrôle, va nous permettre de voir l'efficience de cette politique publique et ensuite, quid de la suite pour pouvoir avoir des résultats, puisque je crois que c'est finalement l'objectif. Mais je pense que nous allons dans le bon sens. C'est plus seulement de rapports qui sont émis, mais maintenant des indicateurs de performance qui sont dans la droite ligne de mon prochain sujet d'ailleurs. Oui, Daniel, oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu es une femme, tu dois parler. Non, mais comme tout être humain, homme ou femme, je pense qu'on a, on a quelque chose à dire, et tout ce qui va dans le sens que Frédéric vient d'indiquer, moi je pense que c'est positif. Moi, mon objection, c'est que c'est toujours pareil, quoi. C'est la question des financements d'un pays qui est en faillite, quoi.
Et c'est de l'argent, quoi. Il faut des moyens financiers, il faut que... C'est bien les structures, les indicateurs, les techniques de contrôle, mais contrôler quoi? Si tu mets pas ce qu'il faut... Pas du carburant dans la voiture, comment veux-tu avoir... Ça sert à rien d'avoir un compteur pour mesurer le kilométrage. Tiens, je viens d'inventer ça, je suis très fier de moi. La Réunion, zone franche renforcée, ce que les entreprises peuvent en attendre. Oui, alors bon, c'est un mot... Un mot complexe, hein, zone franche d'activité de nouvelle génération. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon, en fait, concrètement, pour bien comprendre les choses, dans certaines régions de France et surtout dans des régions d'outre-mer, vous avez des zones qui ont des handicaps structurels qui nécessitent que ces territoires dérogent aux standards communs pour pouvoir s'en sortir. C'est ça la philosophie des zones franches sociales, enfin des zones franches plutôt d'activité. Et donc à La Réunion, et notamment à l'est de La Réunion, c'est un ensemble de communes organisées en EPCI, en quelque sorte, en collectivité communale, où là, le taux de pauvreté est plus important que la moyenne locale, le taux de sous-emploi est plus important. Enfin, il y a des critères très concrets qui démontrent que cette zone mérite d'avoir un coup de pouce particulier. Et là, on propose le principe de zone franche. Ouais. C'est ça le mécanisme, comme d'ailleurs il y a eu en son temps des zones franches à Dillon, etc., à la Martinique. Alors, concrètement, pour La Réunion, en quoi ça consiste? C'est ce qu'on appelle les zones franches d'activité de nouvelle génération, qui consistent essentiellement à proposer des abattements sur le bénéfice des entreprises. Donc, quand vous gagnez de l'argent en tant qu'entreprise, vous payez moins d'impôts sur vos bénéfices et vous êtes exonéré de cotisations foncières et vous êtes exonéré de taxes foncières sur le bâti. Donc, c'est pour permettre finalement aux entreprises de s'installer, de construire et d'exploiter leur activité dans ces zones. Alors, ce sont des dispositifs très intéressants qui rendent le territoire attractif et qui donc sont censés attirer des investisseurs, attirer des employeurs et donc relancer le cycle vertueux de l'économie. Les entreprises naissent, des emplois apparaissent, des familles s'installent et le territoire redevient plus vertueux et plus épanoui. Ça, c'est sur le papier, c'est une très bonne chose. C'est la théorie. C'est la théorie. Alors, ça fonctionne. Maintenant, il y a plusieurs débats sur lesquels moi je voudrais mettre l'accent. Quand on parle des territoires d'outre-mer, moi j'ai toujours été gêné par le fait qu'on raisonne zone franche sur des micro-territoires de nos territoires. Je n'ai jamais compris l'intérêt, par exemple, de faire une zone franche à Dillon, comme si le reste de l'île n'avait pas les mêmes problèmes. Quand on est sur une île aussi petite que la Martinique ou la Guadeloupe, quand on pense zone franche, il faut englober tout. Enfin, ça, c'est le bon sens. Je ne vois pas l'idée de segmenter, si ce n'est de créer finalement des inégalités de voisins. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt et je pense qu'on passe à côté d'un vrai effet de levier dynamique en globalisant un territoire. Ça c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que ces familles de zones franches, finalement, elles exonèrent principalement l'impôt sur le bénéfice. Encore faut-il que les entreprises fassent du bénéfice. Or, le problème des entreprises n'est pas tant de faire du bénéfice ou de ne pas faire de bénéfice, c'est qu'elles ne parviennent pas à embaucher suffisamment de monde. Et le drame de ces territoires, plutôt que de raisonner sur la rentabilité directe des entreprises, c'est l'emploi. Enfin, c'est ça le vrai sujet. Ces mécanismes de zone franche devraient d'abord être conçus pour favoriser la capacité des entreprises à embaucher et à sortir du drame du chômage un maximum de compatriotes. Voilà et c'est pourquoi moi je privilégie plutôt le principe de zone franche sociale plutôt que d'exonérer. Et d'ailleurs, je suis partisan que les entreprises qui gagnent de l'argent payent leurs impôts, après tout. Oui. Même si elles s'installent au cœur de la zone franche. Qu'elles payent leurs impôts. En revanche, qu'on leur donne les moyens d'avoir une rentabilité suffisante pour pouvoir embaucher. C'est ça la vraie dynamique. Et pour moi, c'est le bon sens. Et je pense que la Martinique, la Guadeloupe, les territoires ultramarins
qui ont des handicaps structurels très particuliers. On l'a déjà évoqué à mille reprises, la distance, l'exiguïté des marchés. Ces entreprises ont besoin de respirer dans leur exploitation et notamment de retrouver une capacité d'embauche. Et parce que c'est elles qui contribuent finalement à vaincre le chômage et c'est là qu'il faudrait mettre le paquet. Donc moi, je suis vraiment partisan plutôt de cette logique-là, d'exonérer plutôt tout ce qui pèse sur le coût du travail. Alors, il y a un dispositif qui s'appelle la LODEOM, qui est un dispositif qui fonctionne très bien et heureusement que ça existe chez nous parce que beaucoup d'entreprises fonctionne grâce à l'existence de ce dispositif qui permet d'exonérer des charges sociales sur une partie des salaires. Mais moi, je suis partisan de ceux qui disent allons au bout du système. Plus loin. Allons plus loin. Ne faisons pas des trappes à salaire, c'est-à-dire à partir de 2 000 euros, on bascule on est retaxé à nouveau et donc on maintient finalement les salariés à un niveau de sous-rémunération, alors qu'on aurait pu plutôt favoriser des salaires plus élevés en exonérant davantage. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, la zone franche sociale. Mais ça pourrait aussi passer par une LODEOM renforcée qui s'ouvrirait à l'ensemble des salaires du secteur privé. Et puis, ces zones franches, quel que soit l'acronyme qu'on leur donne, aussi barbare que les uns que les autres, ne suffisent pas à attirer des nouveaux investisseurs parce qu'il y a tas de problèmes qui ne sont pas réglés. Tu parlais de l'emploi, de la formation, le transport, le foncier, la qualification de la main-d'œuvre aussi. Il faut des gens formés si on veut créer des entreprises pointues, évoluer. Et l'avantage fiscal devient simplement un gadget pour ceux qui sont déjà à la limite favorisés. Mais ça sert quand même à la marge. Ça sert parce qu'il y a un exemple connu, c'est la Corse. La Corse est redressée grâce à un dispositif de zone franche, nouvelle génération, élargie. Et qui concernait des territoires bien plus vastes que simplement un port ou un quartier. Martinique, Barbade, après le symbole, l'épreuve des résultats. Oui, décidément, hein, on en parle beaucoup de nos preuves et de nos résultats et de nos indicateurs de performance. Le 7 juillet 2026, en marge de la 51e conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM, qui a été organisée à Sainte-Lucie, du 5 au 8 juillet, eh bien, écoutez, Cocorico, la Martinique a signé son premier accord en tant que membre associé, non pas membre fondateur, mais membre associé, c'est un bon début. Avec, on voit la présidente de la Barbade, qui, le 16 juin 2026, depuis l'entrée effective, le 16 juin 2026 de la Martinique, quel est l'enjeu ? Eh bien, l'enjeu, c'est de couvrir 9 domaines. Le texte couvre 9 domaines, dont le sport, dont la santé, la formation professionnelle, la gestion des risques, le tourisme, la pêche et le commerce. Et il prévoit trois instruments de suivi des performances. Donc, le premier instrument, c'est le comité conjoint. Le deuxième instrument, c'est un secrétariat. Et le troisième instrument de suivi, ce sera un rapport annuel évaluant les actions, les moyens engagés et, encore une fois, les indicateurs. Alors, la proximité géographique, bien sûr, ne suffit pas. Nous avons 200 km de distance avec cette magnifique île de la Barbade. Mais nous avons quand même quelques obstacles à notre communication, que ce soit, à la bonne implantation de cet accord, que ce soit, premièrement, en termes de normes. Nous avons des normes européennes, des normes françaises, nous le savons. Que ce soit aussi en termes linguistiques, ça aussi nous le savons. Ils parlent anglais, nous parlons français. Nous allons nous y mettre à l'anglais. Et surtout des liaisons maritimes et aériennes qui sont aujourd'hui assez réduites. Et cet accord est prévu sur 5 ans. Et surtout, ce qui m'a interpellée, c'est que les moyens de mise en œuvre de ces accords, au-delà du suivi, sont complètement inconnus. Il n'y a pas de budget effectif alloué. Il n'y a pas non plus de précision des effectifs ou des projets prioritaires qui vont être implémentés. Il n'y a pas non plus un calendrier dit détaillé de ce sujet. Je rappelle quand même que 40% des importations en Martinique proviennent de l'Hexagone et plus généralement de l'Union européenne, tandis que 2/3 des exportations
de la Martinique proviennent de l'Hexagone également et des autres pays de l'Europe. Donc, quid des transports, quid des procédures de douane? Alors, il y a quand même des pistes qui sont constructives. La première, c'est qu'au-delà du simple commerce, bien que le commerce soit fondamental, Emmanuel l'a très bien expliqué avec la zone franche sociale, la question, c'est de savoir aussi quels seront les échanges entre étudiants, quelles seront les compétitions sportives. Ça aussi, ça fait partie de ce cadre et de cette immersion culturelle de la CARICOM. La gestion des sargasses sera fondamentale. Alors, bien sûr qu'elle concerne toute la Caraïbe, mais pourquoi ne pas commencer humblement par une île et voir avec nos voisins comment nous pouvons évoluer. Ça pourrait être également aussi en termes de tourisme de santé, avec une coopération hospitalière qui a déjà de toute façon démarré, qui est effective aujourd'hui, mais qu'on pourrait peut-être renforcer. Et pour pouvoir la mettre en place, eh bien, les résultats qui sont prévus, mi-2027, enfin les résultats qui nous permettraient de jauger, ce serait, donc rendez-vous en 2027 décidément dans mes sujets, une liaison régulière avec la Barbade, une programmation de la mobilité de nos jeunes, que ce soit nos jeunes Barbadiens ou nos jeunes Martiniquais, les uns les autres, un protocole Sargasse, une coopération sanitaire, enfin des actions structurelles proches, culturelles et pragmatiques. Tous les cadres de la CTM, quand tu parlais, ils prenaient des notes fébriles. Donc je suis tout à fait rassuré, je sais que tout ça va se faire, j'en suis persuadé. Martinique, les habilitations, une troisième voie entre immobilisme et autonomie, avec un point d'interrogation à la fin. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je te laisse la responsabilité de ce que tu as dit. Oui, sauf que dans la note que tu nous as transmise, on part... la note part du constat que de l'accord cadre qui a été signé, d'ailleurs on voit à l'écran la signature par le président Letchimy et la ministre des Outre-mer. Et donc la question qui s'est posée de savoir, et j'ai lu comme commentaire que c'était une nouvelle étape de l'évolution institutionnelle de nos territoires. Je rectifie parce que l'étape, ce n'est pas la signature de l'accord cadre. L'étape, c'est le vote par l'unanimité des élus du fait qu'ils demandent à revoir le cadre. Et c'est parce que le Congrès des élus l'a dit, c'est parce que l'Assemblée l'a dit, que l'État prend acte et que l'accord cadre est signé. Alors, maintenant, on en prend acte. Et la question, est-ce que cet accord suscite de l'émotion, suscite du trouble, suscite des inquiétudes? Indiscutablement. Est-ce que cet accord cadre ne risque pas de polariser le débat sur nos territoires entre maintien du statut actuel ou autonomie, d'où la question, est-ce que les habilitations entre immobilisme et troisième voie peut effectivement se poser? Parce que, effectivement, l'article 73 de la Constitution, qui est quand même le socle sur lequel s'appuient ceux qui sont un peu effrayés dès qu'on parle d'évolution institutionnelle. L'article 73 qui nous régit dit bien que nous sommes régis par l'identité législative et que dans cet article-là, nous pouvons avoir des adaptations du droit. Et par dérogation, sauf pour la Réunion, par dérogation, nous pouvons créer de la loi, créer des normes. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'aventureux, puisque l'article 73 de la Constitution dit que nous pouvons aller dans cette voie. Et les habilitations sont une des possibilités de créer de la norme. Et les habilitations, on en a déjà eu. Formation professionnelle, déchets, transport, et nous venons d'obtenir énergie. Énergie. Alors, énergie et autorisation de créer une autorité unique de l'eau. Alors, il y a un certain nombre peut-être d'objections qui peuvent être formulées. Est-ce que la procédure même pour obtenir les habilitations n'est pas trop longue? Effectivement, entre le vote, il faut rappeler quand même qu'il faut une loi. Donc, il faut déjà que l'Assemblée se prononce. Ensuite, il faut transmettre le projet au président de la République
Ensuite, il faut réunir le Parlement avec les navettes. Bref, est-ce qu'il y a une possibilité de simplification? Eh bien, oui, il y a une possibilité parce que le Sénat a rendu un rapport, il n'y a pas si longtemps, sur la question de l'adaptation des règles au territoire et en proposant un certain nombre de simplifications sur, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est possible. Déjà, sur cette question de la durée de la procédure. Maintenant, deuxième question, on peut se poser sur la durée même des habilitations. Certains même se sont posé la question, parce que d'après l'article 73, il y a une durée pour les habilitations. Et en fait, reprenons l'exemple, parce que c'est très pratique, de l'habilitation qui vient d'être accordée. Elle a été accordée pour la durée de la présente mandature, c'est-à-dire jusqu'en 2028, et qui peut être prorogée pour la durée de la nouvelle mandature. Donc, grosso modo, l'habilitation qui a été accordée pour l'énergie et pour la création de l'autorité, c'est 8 ans, 2 plus 6. Peut-on imaginer qu'une habilitation, lorsque la collectivité a identifié un domaine dans lequel elle veut exercer des normes, elle veut prendre des normes, soit définitive? Non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la durée de l'habilitation et la durée de l'outil que l'habilitation peut permettre de créer, c'est deux choses différentes. Reprenons l'exemple de l'eau. L'habilitation qui vient d'être accordée dit que la collectivité est habilitée à créer une autorité pour gérer la question de l'eau, etc. Si elle crée cette autorité, c'est-à-dire que s'il y a une mise en place, si on arrive à se mettre d'accord pour créer cette autorité distincte, eh bien elle est créée. Et même si l'habilitation prend fin, l'autorité sera créée. Simplement, il faut créer cette autorité dans la durée. Ensuite, le domaine. On pourrait se demander, mais on a eu une habilitation pour différents domaines, est-ce qu'on pourrait créer ce qu'on appelle des blocs de compétences? Le terme bloc des compétences, c'est pas celui qui est adapté, mais par contre, comme l'article 73 parle de matière au pluriel, rien n'empêche, mais vraiment rien n'empêche que dans le même véhicule juridique, c'est-à-dire la loi, on demande plusieurs habilitations pour plusieurs domaines. La seule condition, c'est de chaque domaine de préciser en quoi nos problèmes sont spécifiques et en quoi nous voulons une dérogation. Donc, en fait, la question, les deux questions que soulève aussi bien l'accord cadre que les habilitations, c'est de savoir de quel pouvoir nous voulons au service de nos populations. Ce qui signifie qu'on a identifié les problématiques et qu'ensemble, on propose des solutions pour y parvenir. Ce qui revient aux discussions qu'on a déjà eues, à savoir cette capacité de mettre ensemble l'analyse des problèmes et les propositions de solutions. Tous les dispositifs du monde n'empêchera pas, ne nous dispensera de ce travail collectif dans l'intérêt de nos populations. Absolument. Moi, j'aurais été président de la collectivité, je me serais souvenu qu'on avait pitoyablement raté l'autonomie, c'était en 2010, c'est ça. L'article 74-73, on était parti dans des conflits, nous juste été fâchés, Christian et moi, sur ça, et puis que ça ne sert à rien, qu'on va arriver à un paix de lapin, excusez l'expression française, excusez ma vulgarité, ma trivialité, mais c'est pour bien expliquer ce que ça sert. Mais entre-temps, des crispations, des fâcheries, des oppositions, parce qu'en quelque part, le chat dans un sac ou la peur ou tout ce que l'on veut. Et puis, il y a quand même le confort quand même du système dans lequel nous sommes. Confort totalement artificiel, confort fait d'importation, pas de modèle économique, tout ce qu'on veut, d'accord. Mais un certain confort, les 30% de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, etc. Et puis un mal-vivre, et puis une satisfaction générale. Sauf quand on se trouve à danser avec l'orchestre de M. Boutin et qu'on oublie un petit peu tous les malheurs du monde. Mais je reviens à des choses sérieuses. Moi, j'aurais dit, écoutez, mettons des gens habilités comme Daniel Marceline, juriste, et d'autres à travailler les habilitations. Appelons le monde économique, voyons un petit peu les secteurs, donnons-leur confiance pour expliquer qu'il ne s'agit pas de continuer le chemin de l'autonomie, la vocation donnée par Césaire à tous ses successeurs. Et puis, comme tu l'as dit, répète ta conclusion.
que... De façon collective, nous pouvons mettre ensemble les solutions dans l'intérêt du peuple martiniquais. Marine Le Pen, une condamnation, bravo, une condamnation confirmée, mais l'horizon présidentiel 2027 reste totalement ouvert, surtout que c'est Moulin d'accord, tout bonnement metté en délinquante à la tête de la France. Je trouve ça extraordinairement disruptif. Il faut espérer que... N'espère rien du tout. Non, n'espère rien du tout. Alors, effectivement, Marine Le Pen, une condamnation confirmée. On sait qu'en première instance, Marine Le Pen avait été condamnée pour des détournements de fonds, n'est-ce pas, au niveau européen. C'est pas ma spécialité, mais enfin, comme le sujet m'est donné. Oui. Alors, la presse en a beaucoup parlé. Est-ce que Marine Le Pen va se présenter? Est-ce que c'est Bardella? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, si vous voulez, on fait monter la pression, la passion anime les gens, on devient de plus en plus obtus dans la pensée. Vous voyez, c'est compliqué. La réalité, c'est que Marine Le Pen, sa condamnation a été confirmée. C'est bien ça. Oui, ça a été confirmé par la Cour d'appel et elle a une peine de 3 ans d'emprisonnement, avec 2 années de sursis et laissant une femme aménageable, comme on dit, et une amende de 100 000 euros. Une peine aménageable. Une peine aménageable. C'est mal écrit. Voilà. Merci, ma chère. Il y a eu un bracelet électronique à cheville. Voilà. Donc, en fait, Marine Le Pen dit « je me présente quand même ». Alors, c'est là que c'est compliqué. C'est choquant. Parce que, vous vous rappelez l'affaire Fillon. Ouais. Fillon n'avait pas été condamné et Fillon a été destitué par rapport à des vêtements, par rapport à des intéressements. Bon, voilà. Et voilà une dame qui est condamnée aujourd'hui, qui est confirmée par la Cour d'appel et qui maintient sa candidature. Et qui est plébiscitée par les sondages. Et voilà, c'est ça. Qui est plébiscitée par les sondages. C'est du jamais vu. Alors là aussi, on voit aussi que... alors, on attend la Cour de cassation, mais on voit aussi que la peine a été aménagée de façon à ce qu'elle puisse bénéficier du délai de 15 mois, tu vois, qui lui permet de maintenir une candidature. Alors on se demande effectivement comment ça fonctionne, quoi. Voilà. En tout cas, c'est une situation qui est aujourd'hui très importante parce que d'un côté, si vous voulez, on a une dame qui peut être élue alors qu'elle est condamnée. D'autre part, il y a effectivement une opposition qui a aujourd'hui des arguments encore beaucoup plus fiables, en tout cas, pour pouvoir faire en sorte que sensibiliser les gens, les électeurs sur... Alors, on peut se demander aussi, aujourd'hui, est-ce que la France, enfin, là c'est mon interrogation, quel crédit la France peut-elle tirer de l'élection de Marine Le Pen? Et même en revenant chez nous, quel dialogue nous pourrons avoir avec le gouvernement français, même si il y a des dispositifs que nous mettons en place pour pouvoir assurer l'évolution de nos normes. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est une situation qui est, à mon avis, très incertaine et, d'un certain point de vue, qui est un peu inquiétante. Parce que, si vous voulez, on demande aux gens, aux élus de la probité, on demande de la bienveillance, on demande des qualités, on demande un investissement, on demande aussi un profil d'individu qui ne soit pas, si vous voulez, dans des situations de défiance. Et aujourd'hui, voilà, l'incertitude. On va se demander aussi comment les Martiniquais vont voter aussi à ce niveau. Voilà. Et une dernière question, moi je me demande comment les forces libérales, les forces intellectuelles, les forces humanistes de la France, parce qu'elle en a, ce qui fait que nous sommes tous français, que nous acceptons cette, pas soumission, mais cette adhésion à la France, parce que la France a un corpus d'intellectuels, de gens, de résistants, enfin de gens de qualité, quoi, qui nous font oublier un petit peu les Marine Le Pen. Quelle stratégie de mettre au point pour qu'au dernier moment, je parle pas du Front républicain, des choses comme ça, parce que ça va être très difficile d'imaginer un Front républicain entre des garçonnets qui se disputent le bout de gras pour se présenter aux élections. Mais comment cette France, cette belle France, quoi, la France de Victor Hugo, de tout ça, cette France, cette France libérale, cette France humaniste, comment elle va faire pour sortir de ce pétrin? Ça, c'est ça qui m'intéresse. Mais en face, et je regarde ça en spectateur. Qu'y a-t-il en face? C'est aussi ça, hein? Oui, mais ça c'est une autre question. C'est la politique aérienne dont nous nous occupons en septembre. On va s'en occuper en septembre. On va rentrer dans les trucs. Monsieur est mieux, il est bien, il porte des cravates bleues, des cravates rouges, on l'aime pas. En tous les cas, un sujet fondamental, c'est le conflit de la terre en Martinique, héritage, succession et mutation législative. Pourquoi ce sujet? Parce que c'est une chose qui est fondamentale dans ce pays et tout le monde zappe ça, tout le monde ignore ça.
Non, ça prend de l'importance. Ah bon, tu me rassures. C'est bien de me rassurer. Vas-y, Emmanuel, vas-y. Oui, je pense que là, tu ouvres un chapitre. Il y aura beaucoup d'autres chapitres sur la question. Donc, je n'aurai pas la précision de ma voisine en la matière. Donc, je vais essayer de brosser ce que je comprends grossièrement du sujet. Ce que je comprends, c'est que la Martinique a un vrai problème de foncier. Ça, c'est le premier point, puisqu'on constate que 40% du foncier privé est concerné par des titres invalides ou des individus qui paralysent la mise en valeur et les transactions. Donc, c'est quand même énorme. 40% du foncier privé n'a pas de titre valide, globalement. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le foncier d'aujourd'hui en regardant l'histoire. Ouais. Et c'est vrai que tu me l'as mis dans une note. Aujourd'hui, la situation du foncier résulte d'un héritage colonial avec deux grands volets, pour en faire très simple et très schématique. Le premier grand volet, c'est que pendant la colonisation, l'essentiel du foncier appartenait aux colons. Donc, il y avait de très grandes propriétés qui étaient exploitées, etc. Et donc, il y a cet écho de la propriété foncière d'origine qui persiste encore aujourd'hui, premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une situation aujourd'hui chaotique chez les propriétaires de foncier bâti qui n'ont pas de titre. Voilà un peu les deux. Et d'une certaine manière, ça aussi est une conséquence de l'héritage colonial. Pourquoi ? Parce que je me suis fait expliquer ça par quelqu'un qui me parlait du concept de la civilisation des mornes. Je pense que tu as dû entendre parler de ça. C'était très intéressant. Après l'abolition de l'esclavage, en fait, d'abord, beaucoup des grands propriétaires terriens sont partis, ont laissé leur domaine abandonné pour une bonne partie d'entre eux. Donc, des terres ont été occupées. D'autres ont distribué des petits lopins de terre à droite et à gauche. Et puis, il y a aussi les libérés qui se sont installés partout. Il y avait un petit bout de terre disponible. À l'époque, il n'y avait pas la culture du papier, la culture du contrat, la culture du titre. C'était pas on donnait, on prenait, on s'installait. Et c'est comme ça qu'en fait, le foncier s'est organisé, bon an, mal an, au lendemain d'une situation chaotique sur le plan économique, et puis et très prometteuse sur le plan des libertés. Donc, voilà comment les choses ont commencé, pour faire simple. Et puis, cette situation a traversé les générations, à tel point qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de propriétaires n'ont pas de titre officiel, et ça rend les transactions, ça rend le traitement des dossiers difficile. Alors, j'ai regardé également sur ces deux volets, c'est intéressant de regarder comment ça s'est passé aussi pour les grandes propriétés, parce que, en fait, il y a quelque chose qui revient souvent dans le débat. Les grandes propriétés sont restées entre les mêmes mains depuis l'origine. Alors ça, c'est peut-être... il faut tordre le cou à cette affirmation, c'est totalement faux. 99,9% des grandes propriétés ont changé de main 10, 15, 20 fois, parce que ce sont des transactions économiques, puisque ces terres servent encore à de l'exploitation économique par l'agriculture. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, les plus grandes propriétés locales appartiennent à des groupes nationaux français. Et voilà, et parce que c'est la vie des entreprises où il y a des mutations, il y a des changements, il y a des... Bon. Et puis j'ai aussi noté que quand on regarde la réalité du foncier de manière globale, c'est intéressant de mettre quelques chiffres aussi, parce que de quoi on parle quand on parle des terres de Martinique. La Martinique, c'est une île. Il y a 110 000 hectares de terre. Voilà la réalité du foncier martiniquais. Eh bien, quand on resegmente ces terres sur différents chapitres, vous avez un peu moins de la moitié qui est constituée de bois et de forêt, simplement. Vous avez 21 000 hectares de surface en friche, c'est-à-dire pratiquement le même nombre d'hectares de surface agricole utilisée. SAU. C'est quand même... et ça, je pense que les gens n'en sont pas conscients. 21 000 hectares, alors, ces 21 000 hectares, c'est quoi ? Ce sont des terres qui sont là, qui sont disponibles. Certains
certaines de ces terres ne sont pas exploitées parce qu'il n'y a pas d'agriculteurs pour les exploiter. D'autres sont là en attente d'être déclassées parce que l'objectif aussi de beaucoup de propriétaires, c'est de se mettre dans une perspective de déclassement pour pouvoir installer des villas parce que c'est beaucoup plus rentable en réalité que l'agriculture. J'ai fait un petit calcul simple pour vous compreniez bien. 50 hectares de terres agricoles, donc une grosse propriété, ça coûte le prix d'une petite villa à Ducos. Ça coûte 350 000 € à peu près. Donc, vous voyez, pourtant, il y a des terres disponibles, mais la rentabilité de la location de villa est peut-être plus forte que 50 hectares de terre à exploiter, à travailler, parce qu'il y a beaucoup de complications aussi, et on voit bien se dégrader le monde agricole aujourd'hui, et ça, c'est effrayant. Et puis, le dernier chiffre qui est intéressant, puisque là aussi, on entend souvent dire que les terres agricoles sont des terres de bananes, donc les 23 000 hectares de terres agricoles utiles seraient essentiellement des terres occupées par la banane, eh bien c'est faux puisqu'il n'y a que 4000 hectares de surface de banane, c'est-à-dire à peu près 17% de la surface agricole utile. Donc ça permet de relativiser un petit peu les choses. Mais bon, c'est un sujet qui est vaste, qui est complexe. On va le reprendre. Et je pense qu'il y on aura passe la parole à Daniel et la prochaine fois, tu vas également revenir sur ce sujet avec Daniel. Juste pour indiquer, dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'il y a la volonté collective, la CTM et l'État ont inauguré, il y a 2 ans à peu près, la conférence sur le foncier. C'est une conférence qui a réuni vraiment beaucoup d'acteurs. Il y a eu des ateliers et il manque la conclusion. Et donc, je pense que c'est nécessaire, lorsqu'il y a des intelligences vives qui se réunissent et qui proposent des conclusions, c'est un appel à finaliser cette conférence sur le foncier. Dans les friches, il y a aussi des terrains d'indivision, des conflits familiaux et tout ça. Il y a tout dans les friches. Dans les friches, il n'y a pas que des gens qui attendent de spéculer. Non. On a bien avancé, un petit jingle pour passer à la culture, c'est ça, oui. Jingle. J'irai vite. 16 femmes inspirantes de nos pays. Pour seulement les femmes ou même moi aussi je peux m'inspirer des 16 femmes? Allez, tiens, explique-moi ça. Alors je voudrais parce que c'est un livret qui est un livret collectif qui a été écrit par Sylvie Mélien, par Monique Delaney et Aurélie Ranoux. Et ce que je dis, c'est un livre c'est un début. Parce que effectivement, je trouve que on a besoin, et les petites filles comme les petits garçons, c'est pas que les petites filles, ont besoin de connaître les figures inspirantes. Et comme les hommes, jusqu'à présent, ont occupé tout l'espace, il était normal qu'on commence à parler que des femmes, d'où femmes inspirantes. Et le livret, il est fait de façon très pédagogique parce qu'il donne la biographie de façon simple. Et puis, il est illustré avec des photos. Et puis, il y a des focus. Donc, par exemple, je veux dire, sur la Martinique, on va parler de Paulette Nardal, on va parler de Lumina Sophie, on va parler de Mayotte Almaby pour faire plaisir à Christian, Mayotte Almaby qui est la cantatrice et de Manon Tardon, je crois que j'ai déjà dit. Et donc il y a matière, c'est dans des domaines tout à fait variés. Et donc je vous invite vraiment à lire ce livret. Et je voudrais signaler très rapidement, Sylvie Mélien a sorti aussi un petit opuscule qui s'appelle L'éveillé Mathieu, d'esclavisé à exécuteur des hautes œuvres. Ça veut dire que c'est un esclave marron qui a été condamné une première fois les oreilles coupées, une deuxième fois un jarret, la troisième fois il a été condamné à mort. Et on lui a proposé, pour éviter la condamnation à mort, d'aller être bourreau au Canada. Parce qu'à l'époque, le Canada qui était colonie française, il n'y avait pas de bourreau. Et donc, il a un esclavisé martiniquais qui se retrouve bourreau au Canada. Et ce petit livre est intéressant parce qu'il explique aussi l'évolution de la fonction de bourreau, le rôle que ça pouvait jouer. Ça vous donne c'est une mine de renseignements et ça nous montre comment... Et les statuts de l'esclavisé. Ça montre comment il n'était pas que sur les champs, il avait plusieurs statuts. Et donc, en voilà un qui a fini bourreau au Canada.
Très bien. Je voudrais vous signaler que ce livre était au Salon littéraire. Avec ceux de Christian Boutan, écrivain, assis à côté d'elle. Écrivain, et d'Emmanuel Lerina. Moi, dorénavant, il faudra que Daniel et Frédéric, il faudra que vous écriviez, parce que je ne peux pas avoir des collaborateurs. Voilà, donc vous aurez tous... Daniel, hein. Vous aurez tous des écrivains. Jingle, musique. J'aime bien prolonger Daniel parce qu'elle parle de figures inspirantes. Je l'applique à la musique. Je vais vous faire goûter quelques artistes que j'ai beaucoup aimés. Léo Love de Jean-Michel Routin. Inspirant. Très bien. Bonne toute la vérité. Ouh, yeah. Si vous aimez, faut toujours s'attendre. Et pas besoin de mots qu'à parole. Si vous m'y sentez, oh yeah. C'est qu'à ouah, et qu'à ou toujours aimer. Jean-Michel Routin, originalité, style, élégance. Longévité, ça fait 40 ans. Hein, ça fait 40 ans. Talent, depuis le début. Voilà. On continue par des figures inspirantes. Ça c'est Jocelyne. Nagone. Allons dans le passé, Jocelyne dans sa jeunesse, avec cette chanson merveilleuse qui a bouleversé tout le monde, quoi. Alors, j'ai rendez-vous point à bouche moi parce que je dis tous les hommes en sont amoureux, absolument. Et puis, elle illumine la Martinique, elle illumine le monde, elle illumine les Antilles, elle illumine le monde avec ses grands succès. Souvenirs succulents. Un peu d'émotion. Jean-Claude Nemo, toujours la même équipe de Cassave. Ouais. Jean-Claude Nemo, écoutons. Darling, on peut la plus chacun menacé. Ouvert votre là, pour nous ça caché. Et nous qu'elle profiter pour nous causer. Ah, si moi t'es pas côté si vous. Quand vous pouvez compter si ouais, ou que bien ouais, si ça va possible. Si criez pas tenir, et on débranche pour t'épouser. En qui j'en invite que, oulé, on y va. Sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la. Ah oui, partagez mon bonheur. Ah, oui. Merci, merci Jocelyne, merci Patrick, merci. Il faut qu'on finisse. Je vais crier ça, émotion Cassave. Oui. On va écouter et regarder l'autre.
Ti doudou belle créature ou coucher là, moi qu'à garder. Et puis l'amour et puis tendresse, aïe aïe aïe. Et puis tu mélodie t'as là, c'est seulement yeah. Ma belle fait ouais, ou que comprendre ou que saisir. Bon Dieu, ça moi qu'à faire si ou pas là. La pluie mauvais temps, même si nous y est nous que chauffons quand nous donnons que c'est vrai, pour nous préserver l'amour nous. La pluie mauvais temps, même si nous y est nous que chauffons quand nous donnons que c'est vrai, pour nous préserver l'amour nous. Oh, oh, oh. Ah oui. Merveilleux, merveilleux. Merci les amis, merci beaucoup. Alors on va continuer dans les souvenirs. Je fais un petit clin d'œil à Taxi Créole et à Gilles Voyer d'ailleurs avec C'est comme ça. Très belle chanson. Ah oui. Ouais. Ah. J'aime l'homme moins pour nous parler. Mais voilà là si vous voulez, péquez nous l'osier nous. Songez, si nous fait l'amour pour l'homme, nous gardons nous dans sa blague, comme si c'était pour toujours. Mais des vagues balayent toutes les tout jet. Tu sais, l'envers qui sépare nous. C'est comme ça, fait café net, sans même nous mêler. L'amour capati avant même égoser. Joli, 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 joli. Merci Taxi Créole, merci, on n'oublie pas. Alors on va terminer avec un souvenir également. Toujours je reviens à Cassav et Michel Drucker qui a reçu, voilà, dans le temps, Jocelyne Béroir autour de Collet Serré. Voilà. Moi, c'était que j'en ai compris, qui mentait que rivoire. En l'autant passé, yo s'est dit ou pas même changer. Mon matin qu'à s'y poser, mon t'es guéri par les bords, mon t'es même oublié, ça moins t'es qu'à ripocher, en seul coup Dieu fait moins craquer. Oui, où est ça? Où est ça? Mon t'es qu'elle résister, Et ça va facile, hein? mais l'amour a été douce, Je dis ça. Quittez douce. mais nous pas t'es qu'à jouer. Nous pas de qu'à jouer. Si nous t'es pas temps pour nous t'es parler. Coller, serrer, nous t'es qu'à danser. Si nous t'es pas temps pour nous t'es causer. Mes amis, j'ai envie de dire, que serait la France sans la musique antillaise? Ouais, et puis Ne pour parodier un Ouais, petit mais- peu le football. Mais oui, absolument. Mais sur une conversation que vous aviez tous les deux, Frédéric et toi, et puis Daniel aussi, Emmanuel, je pense qu'on pourrait prendre cette chanson comme chanson pour tous créoles. C'est une temps causée, une temps dans ses collés, c'est oui, absolument, très bien. au peuple martiniquais. Puisque Philippe Labilan, c'est un béquet, puis elle c'est une créole. C'est pour ça, Ouais, pour taper dans ses collets serrés à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir patienté, d'avoir attendu la fin de l'émission pour aller faire vos petites affaires. Je plaisante. Je remercie toutes ces petites dames qui m'ont donné un spectacle extraordinaire hier au Robert, où Christian animait un déjeuner dansant, et puis qui connaissent par cœur toutes ces chansons-là, que ce soit celles du passé ou du présent. Ça, je vous le dis. Mes femmes aspirantes, je les ai vues là hier au travail. À la semaine prochaine. Au revoir.